Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire Permadat. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Stéphane Rouveran, moi je suis chef de projet à Valorial, le pôle de compétitivité dédié aux filières agri et agro dans l'Ouest. Et donc, Valorial, on est le chef de file du projet Permadat. On va vous présenter aujourd'hui et c'est donc moi qui vais animer ce webinaire avec la principale tâche d'essayer de maîtriser la gestion du temps, puisque nous avons voulu vous proposer pour ce premier rendez-vous un webinaire court et dynamique. Donc, je serai assez vigilant sur la montre et voilà, j'espère qu'on arrivera à rester dans le créneau qu'on avait prévu. Mais je vais quand même commencer par vous donner quelques règles de fonctionnement pour cette restitution. La première, c'est que je vous informe que le webinaire est enregistré. Ce webinaire est enregistré. Ça nous permettra en fait de vous proposer ensuite un téléchargement avec un lien pour pouvoir le visionner en replay. Voilà, de manière à ce que vous puissiez aussi le partager. La deuxième, c'est que pour éviter tous les bruits parasites et les bruits de fond, vous avez été inscrit en tant que participant uniquement. Votre micro est coupé par défaut. Voilà. Néanmoins, vous disposez d'un espace de questions où vous pouvez en fait, et je vous y invite fortement d'ailleurs, intervenir et poser des questions que vous souhaitez adresser aux intervenantes de la journée. Et on a prévu un petit peu de temps pour prendre ces questions-là à l'issue des présentations. Voilà. Et s'il s'agit de questions d'ordre technique, j'essaierai d'y répondre en temps réel. Donc, voilà. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour normalement préalablement. On est ensemble pour à peu près 1h30 en ce début d'après-midi. L'idée, c'est de partager avec vous un premier état des lieux et les premiers résultats du projet Permadat. On organisera d'autres webinaires de ce type-là au fil du projet. Parce que comme dans tous les gros projets, il y a beaucoup de choses à raconter, on ne peut pas tout traiter aujourd'hui, et puis toutes les actions n'ont pas démarré en même temps, donc il y a évidemment des états d'avancement qui sont différents en fonction des tâches, et donc voilà, on a privilégié aujourd'hui les tâches qui étaient les mieux avancées. Et donc on va avec Elisabeth, commencer par vous, Elisabeth Polnard de la Chambre d'agriculture de Bretagne, commencer par vous brosser un petit peu le schéma général du projet. Et puis ensuite, Elisabeth, avec Valérie Manon et Gabriel, vous présenteront l'état d'avancement des principales tâches qu'on a sélectionnées pour vous montrer les premiers résultats du projet. On a choisi de vous parler de deux choses. La première, c'est l'action qui concerne le développement des outils un peu en amont du projet, et puis ensuite de vous montrer ce qu'on est en train de mettre en place au niveau du réseau des fermes pilotes qui accompagnent tous les travaux. Voilà, on traitera vos questions à l'issue de ces deux blocs de présentation. Et puis, pour clore la séance, on demandera à Laurence Lillot, de la Chambre d'agriculture aussi, voilà, même si elle a un petit logo Elisabeth Polnard sous sa vidéo, c'est bien Laurence qui est là, de faire un petit exercice de bilan et de synthèse voilà, de la grosseur qu'on va passer ensemble. Voilà. Mais avant tout, je voulais commencer par laisser la parole à Chloé Denet de la région Bretagne, puisque Permadat, c'est un projet qui est effectivement financé par l'ADEME et la région Bretagne dans le cadre de la feuille de route régionale Brésil. Et Chloé nous a soutenus depuis les premières heures, je vais dire même, dans le montage de ce projet qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments un peu techniques, un peu compliqués. Et donc voilà, merci aussi l'occasion de te remercier, Chloé, pour ton soutien à la fois technique et moral au cours finalement de ces deux grosses dernières années, trois même, voilà, qui a englobé le montage du projet. Eh ben, merci Stéphane. Donc oui, je vous propose quelques petits mots d'introduction pour vous raconter un petit peu l'histoire du projet et puis le lien avec les politiques de la région de Bretagne. En fait, ça a démarré par la région qui a essayé de monter un programme LIFE intégré
Donc un programme européen pour traiter de l'adaptation au changement climatique en général. Et forcément, dans l'étape un peu de diagnostic, on a bien vu que l'agriculture bretonne était extrêmement vulnérable face aux impacts du changement climatique. C'était même l'enjeu économique majeur. Et donc, à partir de ce constat, il y a eu la proposition auprès d'un certain nombre de partenaires du monde agricole en Bretagne de monter une action pour travailler sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture en Bretagne. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né Fermadapt. C'est un peu le gros projet en fait breton qui permet de travailler sur ce sujet. Donc, ça vous sera présenté bien mieux que moi tout à l'heure, mais l'idée c'était de travailler sur une première étape de diagnostic, identifier les impacts du changement climatique, travailler sur de la modélisation, tester des leviers d'adaptation. Donc un peu en somme le gros projet qui permet de démarrer sur le sujet, même s'il y a déjà eu des travaux un petit peu préalables sur les impacts du changement climatique. C'était un peu le démarrage pour l'adaptation au changement climatique. Bon, les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu puisque les projets européens, c'est pas toujours très simple. Ce qui fait que le projet a évolué vers d'autres sources de financement. Et puis en parallèle, il y avait aussi un autre projet qui porte sur ces questions, mais pas que, qui a été créé en région Pays de la Loire, le projet Climavège. Et en fait, ce qui a été, ça s'est fait un petit peu en parallèle. Donc l'idée, c'était ensuite de travailler sur la complémentarité entre ces deux projets pour créer un programme plus global qui s'appelle donc Facette, filière agricole de l'Ouest face au changement climatique, et qui est donc composé des deux projets Climavège et Fermadapt. Pour nous, région, en fait, c'est des projets qui sont essentiels pour avancer sur les questions d'adaptation au changement climatique de l'agriculture. On est donc financeur du projet et on s'est engagé à financer les deux projets jusqu'à leur terme avec l'ADEME. Ça s'inscrit dans nos politiques, à la fois la politique climatique de la région, mais aussi la politique d'innovation et la politique agricole. Donc voilà, on suit l'avancée de ces projets, les résultats. On espère qu'il y aura des suites aussi, que ces projets ils pourront donner lieu à d'autres expérimentations et à déployer les résultats et continuer à travailler sur l'adaptation en Bretagne parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, on sera aussi là pour accompagner pour les suites quand ce sera le sujet. Donc, bon webinaire à tous et je laisse la parole à Stéphane. Ok, merci Chloé. Merci beaucoup pour ce petit mot d'accueil et d'introduction. Voilà, alors l'idée c'était de commencer par vous présenter en quelques minutes un petit peu la vision globale du périmètre de Fermadapt, donc qui est un projet dédié à l'adaptation au changement climatique pour les filières agri-agro. Et donc l'objectif c'est de construire avec l'ensemble des acteurs de la filière des outils d'aide à la décision pour accompagner les mutations des filières, des exploitations au bout du compte de l'agri-agro dans l'Ouest. Alors, c'est un projet qui a été construit, donc co-construit avec Valorial et la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, comme l'a dit Chloé, dans le cadre d'une sollicitation régionale, et donc il est aujourd'hui financé par l'ADEME et la région de Bretagne. Il réunit 8 partenaires bénéficiaires, c'est-à-dire des partenaires financés dans le cadre d'une convention, soit avec l'ADEME, soit avec la région, et puis des partenaires associés qui ne sont pas directement financés, mais qui ont pour mission dans le cadre du projet de faire le lien avec les acteurs économiques sur le terrain. Voilà, par exemple le CEDAPA ou l'ADH 35. Comme citer qu'eux, parce que Gabriel est parmi nous aujourd'hui. Donc alors, juste une petite slide voilà, qu'on avait préparée il y a 2 ans et demi en fait pour positionner un petit peu le projet. L'idée c'était de dire pourquoi un projet sur le changement climatique en agri-agro. En fait, voilà, le fait est que aujourd'hui il n'y a plus de doute possible. Les modèles et les experts convergent pour l'essentiel des choses. Le changement climatique, il est inévitable. On a déjà subi aujourd'hui, on mesure déjà une augmentation globale de la température de la surface du globe, de la température moyenne de la surface du globe de plus 1,1 degré par rapport au début du siècle. Et c'est plutôt plus que ça, même en Bretagne. On est plutôt à plus 1,6 en Bretagne.
Donc, on voit que ça va vite. Pour la petite histoire, quand on avait préparé cette slide-là, le réchauffement global qui était projeté en 2100, c'était plus 2,7 degrés. Aujourd'hui, on est à plus 3 degrés à l'échelle planétaire, encore une fois, et ce serait même plutôt plus 4 en France. Donc, on voit que ça se précise et que ça se précise pas forcément dans le bon sens. Tout ça, c'est lié en fait à des évaluations d'experts et à des modèles. Finalement, ça dépend du comportement de chacun et des engagements qui sont pris par les États de toute la planète. Et donc, en fonction de ça, il y a différents scénarios d'évolution RCP qui ont été établis. Et donc, ce scénario du plus 3 degrés, là, aujourd'hui, malheureusement, on sait que c'est pas forcément celui qui se produit. Ce qu'on voit dans les évolutions, les mesures qui sont faites aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt le scénario qui s'appelait le scénario du laisser-faire, c'est-à-dire le RCP 8.5. Et donc, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, voilà. Donc, les experts aujourd'hui disent que pour limiter le réchauffement global en dessous des plus 2 degrés, ce qui aurait permis de limiter un petit peu les conséquences du réchauffement climatique, il aurait fallu mettre en place des mesures d'ores et déjà et qui restent très peu de temps maintenant pour agir. Voilà, si on voulait être certain de redescendre en dessous de ce niveau de plus 2 degrés là, moi ce que j'ai retenu c'est que il faudrait arriver à tendre vers le net zéro émission carbone à 2070, ou une autre option ce serait de décréter un confinement planétaire comme on a connu pendant le Covid, pendant les quelques mois du printemps 2020 par exemple, mais entre 2030 et 2050. Voilà. Donc c'est un peu plus contraignant. Quoi qu'il en soit, donc le réchauffement climatique, il est là, il va se produire, et donc l'idée c'était que on sait que ça va avoir des impacts sur les filières, sur tous les secteurs, à commencer par l'agriculture, et avec derrière des effets différents et multiples, des températures moyennes plus élevées, mais aussi des vagues de chaleur plus fréquentes, et donc beaucoup plus de variabilité. Le réchauffement climatique, ça veut dire à l'échelle du globe plus d'énergie dans l'atmosphère, et donc plus d'énergie, ça c'est de la physique. On a discuté avec Franck Barrère de Météo France il y a quelques semaines du côté de Saint-Brieuc, et voilà, donc tout ça c'est assez physique finalement comme phénomène, même s'il y a des multiples effets qui se manifestent. Donc c'est plus de variabilité et des phénomènes plus violents globalement. Bon, voilà, donc c'était l'idée de se dire il faut se préparer à tout ça. Alors, malgré tout, pour l'agriculture en particulier et en Bretagne, quels impacts on va avoir? Alors, c'est pas si bien connu que ça. En fait, c'est assez difficile, surtout si on veut descendre à une échelle un petit peu plus fine, un petit peu plus locale, infrarégionale, à l'échelle d'un bassin versant ou voilà, d'un département ou même d'une exploitation idéalement. Là, c'est beaucoup plus difficile de prévoir précisément comment les choses vont évoluer. Ce qu'on sait, c'est que voilà, dans l'ouest de l'Europe, on aura a priori de toute façon des saisons et des étés, des années plus chaudes, avec des pics de chaleur plus fréquents et plus élevés, plus précoces. A priori, autant de précipitations, mais mal réparties dans l'année. Donc, de toute façon, une réserve utile des sols qui se constituera mal, et des périodes de sécheresse. Et puis des hivers plus doux, voilà, ça a aussi des conséquences avec un nombre de jours de gelée diminué, l'absence de maintien de température négative dans la journée, qui par exemple peut avoir des conséquences sur les pressions sanitaires ou les pressions de ravageurs. Voilà, donc de manière générale, des effets multiples à la fois à l'échelle des temps courts, voilà, et des changements rapides à l'échelle de quelques jours, mais aussi sur les temps plus longs avec des années très variables d'une année sur l'autre. Voilà, et typiquement, si on compare le printemps qu'on a connu là cette année avec le printemps des 2 dernières années, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même histoire. Voilà, donc on peut imaginer à tout ça des conséquences très concrètes pour l'agriculture, voilà, sur des indicateurs comme les dates de récolte, de fin de semis déjà, de récolte, les rendements, voilà, la disponibilité de l'eau, voilà, ou même des conséquences plus économiques, avec voilà, des impacts aussi sur les cours des matières premières, sur le marché.
Mais voilà, finalement, on manque encore d'outils et de connaissances pour objectiver, modéliser, calculer précisément tous ces impacts. D'où l'idée de ce projet-là pour apporter des solutions. Et donc, cette question-là, on a décidé dans l'Ouest de la traiter à l'échelle des deux régions Bretagne et Pays de la Loire via les deux projets que Chloé a cités, à savoir donc Fermadap, qu'on vous présente aujourd'hui, qui est principalement tourné vers les systèmes d'élevage, et puis son projet jumeau, qui s'appelle Climavège, donc, et qui lui est principalement tourné vers les filières de production végétale, et qui est piloté par les collègues de Végépolis Vallée. Et avec évidemment des intersections entre ces deux projets, à la fois sur des aspects méthodologiques, sur la production des outils. Voilà, c'est important de travailler ensemble pour développer des choses cohérentes et coproduire certains des outils qui sont transversaux. Et puis aussi parce qu'il y a des questions techniques qui relèvent des deux projets, par exemple sur la question des fourrages, qui est une production végétale destinée aux animaux, ou sur les questions liées à l'eau, par exemple. Voilà, donc tout ça se traduit par finalement le fait que certaines tâches ont été copilotées entre les deux projets avec des comités de pilotage communs des partenaires des deux projets. Et puis au niveau global, on a mis en place un comité de liaison entre les deux pour piloter justement ces intersections. Voilà pour le contexte général du projet. Et puis, je vais laisser maintenant Elisabeth Colnard prendre le relais pour vous présenter les différentes actions du projet. Donc, Elisabeth a déjà le partage d'écran. Donc, Elisabeth est chargée d'études énergie-climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et elle est pilote de l'action 1 du projet Fermadap. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter plus en détail les différentes tâches dans le projet Fermadapt. Donc, on est sur un projet qui se sépare en trois grandes phases. Donc, on a des tâches dans la phase acquisition de connaissances. On a aussi des tâches donc dans tout ce qui est production d'outils et capitalisation de leviers d'adaptation. Et puis, on a toute une phase terrain dans le projet Fermadapt. Donc là, sur mon schéma, chaque rectangle correspond à une tâche du projet. Donc dans la phase acquisition de connaissances, donc sur la gauche de l'écran, on a tout un travail sur la production d'indicateurs agroclimatiques. Donc ça, c'est une tâche qui est réalisée en commun avec le projet Climavège. Je rentre pas trop dans le détail parce que j'en parlerai un peu plus juste après. Donc ensuite, on a également un travail sur l'état des connaissances et des usages de l'eau en élevage sur la Bretagne, donc, qui a été réalisé à partir de 2021. Et donc ce travail a permis de produire donc une note de synthèse qui présente voilà, les usages de l'eau en élevage sur la région Bretagne. On a également fait un travail sur tout ce qui est connaissance sur le matériel de régulation thermique en bâtiment d'élevage. Donc avec également la production d'une note de synthèse qui présente, voilà, comme je vous ai mis à l'écran, donc là c'est une capture d'écran, des tableaux avec les différents dispositifs et matériels qui existent pour réguler la température et limiter le stress thermique. Donc ensuite, toujours dans ce qui est acquisition de connaissances, on a réalisé un travail de cartographie de zones agroclimatiques. Donc ça va être présenté juste après, donc je rentre pas dans le détail. Et ce qui est prévu pour la suite du projet, c'est à partir des différentes zones agroclimatiques de réaliser des livrets qui présentent l'évolution du climat dans chaque zone et l'impact sur les productions agricoles avec l'évolution du climat. Ensuite, si on passe sur la phase production d'outils et capitalisation de leviers d'adaptation, donc tout ce qui est au milieu du schéma. Donc là, on a un travail de production d'outils de diagnostic de la vulnérabilité des exploitations agricoles face au changement climatique. Donc pareil, je rentrerai plus dans le détail de ce qui a été fait juste après.
Et dans la moitié basse du schéma, on a tout ce qui est solutions d'adaptation et nouvelles opportunités liées à l'évolution du climat. Donc là, on a différentes tâches là-dedans. Donc on a eu tout un travail de production d'études de cas. Donc en fait, on modélise des solutions d'adaptation sur des exploitations agricoles. Ça, c'est un travail en cours et qui va durer jusqu'à la fin du projet. On a également un travail sur les nouvelles opportunités. Donc là, l'idée est d'étudier des nouvelles opportunités agricoles, donc des choses qui n'existent pas tellement aujourd'hui en Bretagne, mais qui seront possibles avec l'évolution du climat. Donc, je vous ai mis des exemples de ce qui va être étudié dans le projet. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a établi une liste de nouvelles opportunités qu'on pourrait suivre. Et ensuite, on va aller chez des agriculteurs qui ont mis en place ces nouvelles opportunités pour faire des suivis sur le terrain pendant 2 années. Et donc, un exemple de nouvelles opportunités qu'on va suivre, on a par exemple la patate douce dans le nord du Finistère. On a aussi la culture de thé dans le Morbihan. Et pour ce qui est élevage bovin-lait, on a par exemple le bell grazing hivernal, qui consiste à mettre des bottes d'enrubanné dans les parcelles pour le pâturage hivernal des bovins. Donc ensuite, on a une dernière tâche dans toute cette partie solution d'adaptation qui est vraiment une tâche qui consiste à capitaliser tous les leviers d'adaptation qu'on pourrait recenser. Et donc, l'idée est de consulter les partenaires, les experts du projet, mais également les agriculteurs qui sont impliqués dans le projet pour inventorier le plus de solutions d'adaptation possible. Et donc, ça me permet de faire le lien avec la dernière phase du projet, qui est la phase vraiment terrain. Donc là, on a un réseau de fermes qui est impliqué dans le projet, donc avec à peu près 90 agriculteurs. Et donc, ce sera présenté par Manon et Gabriel tout à l'heure. Et puis, on a aussi des essais en station expérimentale. Donc, on a des essais en élevage porcin, donc à la station de Crécom, de Romillet et de Saint-Gilles, qui vont être faits par la Chambre d'agriculture, l'IFIP et l'INRAE. Et puis, on a des essais en bovin-lait à la station expérimentale de Trévarez. Et la particularité de ces essais à Trévarez, c'est qu'on a un des essais qui va être mené qui va être choisi avec les agriculteurs qui sont impliqués dans le projet, voilà, pour pouvoir tester quelque chose que les agriculteurs du projet ont envie de tester en station. Donc du coup, je vais vous présenter des premiers résultats qu'on a eus sur le projet. Donc tout ce qui est cartographie et indicateurs agroclimatiques. Et puis également les travaux qui sont menés sur les diagnostics de vulnérabilité. Et à la fin de cette présentation, on pourra prendre un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre après. Donc sur tout ce qui est indicateurs agroclimatiques et cartes, donc on a depuis le début du projet, on a créé des indicateurs agroclimatiques. Donc un indicateur agroclimatique, c'est un indicateur qui se base sur des modélisations climatiques. Donc par exemple l'évolution de la température et des précipitations. Donc entre 1976 et 2100. Et donc, à partir de ces paramètres climatiques, on les croise avec des questionnements agricoles pour étudier comment l'évolution du climat va impacter les productions agricoles. Donc aujourd'hui, on a des indicateurs agroclimatiques sur 13 filières, 13 productions. Donc on a par exemple des indicateurs sur les prairies, le maïs, le blé. On a aussi des indicateurs en élevage, donc en bovin, porc, volaille.
Et on a à peu près aujourd'hui 70 indicateurs. Et l'idée est de continuer à en créer de nouveaux pour comprendre l'évolution du climat et comprendre comment ça va impacter les productions agricoles. Et voilà, continuer à créer des indicateurs sur les productions sur lesquelles on n'a pas encore trop d'informations. C'est une tâche qui est faite en commun avec le projet Climavège et donc avec plusieurs chambres d'agriculture qui sont impliquées. Je vous ai mis un exemple d'indicateur agroclimatique pour voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc là, on a un indicateur sur le stress thermique des bovins, donc qui est l'ITH. Donc on croise la température et l'humidité. Plus la température et plus l'humidité sont élevées, plus il y a du stress pour les animaux. Donc là, c'est un indicateur qui est modélisé près de Rennes, avec le scénario climatique qui est le 8.5, donc le plus pessimiste. Et donc, on voit l'évolution du nombre de jours de stress thermique sur une année, et donc entre 1950 et 2100. Et on voit que à la fin du siècle, on a jusqu'à plus de 150 jours par an où on a du stress thermique modéré, sévère ou très sévère. Et donc, il est possible d'avoir accès à ces indicateurs agroclimatiques. Donc, ils sont tous répertoriés dans un catalogue qui est disponible avec le QR code qui est à l'écran. Et donc, après, il faut contacter la Chambre d'agriculture pour accéder à ces indicateurs. Et donc, ensuite, je vais vous présenter tout ce qui a été fait sur la cartographie. Donc, on a réalisé dans le cadre de FermeAdapt un zonage agroclimatique, donc avec une maille de 1 km. C'est un travail qui a été fait par le LETG, donc à l'Université de Rennes 2, et avec la Chambre d'agriculture Bretagne et Pays de la Loire. Donc, au LETG, c'est Louis Amiot qui a réalisé ce zonage avec la supervision de Valérie Bonardo et Vincent Dubreuil. Donc, pour délimiter des zones agroclimatiques, donc ça a été fait sur la région Bretagne et Pays de la Loire. Donc, on a sélectionné 12 indicateurs, donc qui sont des indicateurs climatiques et qui se rapportent à des problématiques agricoles en fait. Donc on a par exemple 2 indicateurs très génériques, donc la température annuelle moyenne et le cumul de précipitations annuelles moyen. Mais on a aussi des indicateurs donc plus précis et qui se rapportent à des problématiques agricoles. Donc par exemple le cumul de précipitations entre novembre et janvier qui va se rapporter plutôt au risque d'excès d'eau sur la période hivernale et donc d'asphyxie des protéagineux. Et on a aussi par exemple des indicateurs sur la sécheresse, donc par exemple la fréquence des mois de juin, juillet, août qui sont secs, avec un indicateur, enfin un seuil qui a été utilisé pour illustrer la sécheresse, qui est de précipitations inférieures à 2 fois la température. Donc voilà, on a sélectionné 12 indicateurs et ensuite on a croisé ces indicateurs avec une analyse statistique pour pouvoir délimiter des zones. On a également pris en compte donc l'altitude et la distance à la mer, par exemple, pour faire ce zonage. Et donc, on obtient cette carte, donc qui est là une carte avec 8 classes. On a également réalisé donc une carte avec 12 zones et une avec 6 zones. Voilà, donc il y a différents degrés de précision. Donc celle-ci, c'est la carte avec 8 zones. Cette carte, elle a été réalisée avec des données qui sont des données observées, donc sur des stations météo, avec des observations entre 1991 et 2020. Et donc voilà, ça nous délimite ces différentes zones sur les 2 régions.
Et on a également du coup fait une carte avec des données modélisées sur le futur, donc de 2071 à 2100. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en utilisant des données modélisées sur le futur, le zonage, les zones ne se modifient pas. La délimitation des zones reste globalement la même. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de rester sur la carte qui a été établie avec des données observées sur le passé et de regarder à l'intérieur de chacune des zones comment évolue le climat dans le futur, sans modifier les zones, mais juste en regardant à l'intérieur de chaque zone comment le climat évolue et comment ça va impacter les productions agricoles. Ensuite, on a cartographié également donc, des indicateurs, les indicateurs, les 12 qui ont servi à faire le zonage. On les a cartographiés chacun individuellement, donc toujours avec les données qui ont été observées entre 91 et 2020, et toujours du coup à une résolution de 1 km. Donc, on vous a mis 2 exemples dans le PowerPoint. Donc là, c'est la carte de fréquence des mois de juin secs. Donc, toujours avec le seuil des précipitations inférieures à 2 fois la température. Et là, on a une carte des cumuls de précipitations entre novembre et janvier. Et ensuite, en lien avec le projet ClimaVeg, on a également cartographié des indicateurs agroclimatiques, donc cette fois-ci avec des données modélisées. Donc, avec la période historique entre 1976 et 2005 et 2 périodes futures, donc 2020 à 2050 et 2070 à 2100. Et il y a 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été sélectionnés pour faire ces cartes. Donc le RCP 4.5 et le RCP 8.5 qui sont en fait le scénario médian et le scénario plus pessimiste. Et le modèle utilisé, c'est le modèle du CNRM Aladdin 63. Et donc là, vous avez un exemple de carte qui a été faite. C'est la température moyenne annuelle. Donc, on voit sur la gauche la carte pour la période historique. Et ensuite, on voit donc pour les 2 périodes futures l'évolution donc de cette température moyenne pour chacun des scénarios climatiques, donc le RCP 4.5 qui est le scénario médian et le 8.5 qui est le plus pessimiste. Et donc on voit bien qu'il y a une différence sur 2070-2100, il y a une grosse différence entre les 2 scénarios. Donc voilà pour tout ce qui est indicateurs agroclimatiques et cartographie. Ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour ces cartes, on aimerait pouvoir faire un atlas cartographique qui serait mis en ligne pour pouvoir rendre toutes les cartes disponibles à ceux qui voudraient les consulter. Donc ça, c'est un travail qui est en réflexion et qui n'a pas encore été fait. Et le zonage agroclimatique sera présenté donc à l'AIC donc au mois de juillet, donc qui est l'Association internationale de climatologie. Donc ensuite, je bascule sur tout ce qui est diagnostic de vulnérabilité. Donc dans le projet FermeAdapt et dans le projet ClimaVeg, on a travaillé sur un outil de diagnostic de la vulnérabilité des exploitations agricoles face au changement climatique. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui a été commun aux 2 projets. Donc cet outil, on l'a appelé l'outil Climaléa. C'est un outil qui est multifilière et qui est décliné en plusieurs niveaux. Donc l'objectif de cet outil, c'est d'être un outil d'accompagnement et de conseil pour les exploitations agricoles et donc un accompagnement vers l'adaptation des exploitations agricoles face au changement climatique. Donc c'est un outil qui permet de mettre en évidence les points de sensibilité et de résilience des exploitations
et de proposer à l'issue du diagnostic de mettre au point un plan d'adaptation sur les exploitations agricoles. Donc on a tous les partenaires dont le logo est en bas de l'écran qui ont participé à la création de cet outil. Donc voilà, de nombreux instituts techniques. Et du coup, voilà, notre outil, il est décliné en plusieurs filières. Donc on a tout ce qui est donc grande culture, fourrage et bovin, porc, viticulture, arboriculture, volaille et une partie sur l'eau. Donc ces outils, donc tout ce qui porte sur les productions végétales a été travaillé dans le cadre du projet Climaveg, et tout ce qui porte sur les élevages a été travaillé dans le cadre du projet FermeAdapt. Et puis on a certaines filières, certains volets qui sont communs aux deux projets, donc tout ce qui est fourrage bovin et tout ce qui est sur l'eau. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'outil Climalea, il a été donc décliné en plusieurs filières et il a aussi été décliné en plusieurs niveaux. Donc, on a le niveau 1 de l'outil qui s'appelle Climalea Test et le niveau 2 s'appelle Climalea Diag. Donc, pour le niveau 1, Climalea Test, on est sur un outil qui est plutôt en fait un outil d'animation plus qu'un outil de diagnostic. C'est un outil qui est basé sur le vécu de l'agriculteur, donc sur les aléas climatiques qu'il a rencontrés par le passé. On a à peu près une vingtaine de questions et c'est un diagnostic, un outil qui s'utilise à peu près 30 minutes. Donc voilà, qui est vraiment un outil d'animation qui est plutôt qualitatif. On cherche pas particulièrement à mettre une note à l'agriculteur, on est plutôt sur un outil qui permet d'échanger, d'identifier globalement les points de sensibilité et qui permet aux agriculteurs d'échanger entre eux et d'identifier entre eux les différents leviers qu'ils ont pu mettre en place. Il s'intéresse donc aux aspects structurels de l'exploitation, donc par exemple le parcellaire, le sol, les bâtiments, donc des choses qu'on peut difficilement changer. Et aussi, il y a tout un aspect pratique sur l'exploitation. Donc là, des choses sur lesquelles on peut plus facilement jouer. C'est un outil qui est utilisable en groupe ou bien en individuel, en sachant que comme c'est un outil d'animation, on préfère l'utiliser en groupe pour favoriser l'échange sur l'adaptation entre les agriculteurs. Et donc du coup, ce niveau 1, il y a beaucoup de filières pour lesquelles il est terminé, donc notamment en porc, en fourrage bovin, grande culture, arboriculture et viticulture. Et donc, ils sont actuellement en phase de test. Donc, on a testé ces outils notamment dans les groupes d'agriculteurs de FermeAdapt et de Climaveg. Et l'idée de pouvoir continuer à les tester à l'extérieur des deux projets. Et puis, on a la filière volaille pour lesquelles le projet est en cours de l'outil est en cours de construction, avec l'Italie qui a intégré le projet un peu après les autres partenaires. Donc voilà, ce que je disais, c'est que l'idée pour l'instant, c'est de tester du coup cet outil de niveau 1. Donc on a réalisé une fiche qui présente l'outil Climalea Test et on met à disposition l'outil pour les différentes filières pour lesquelles il est terminé afin de le tester. Et la seule condition pour pouvoir le tester, c'est de remplir un questionnaire de retour d'expérience pour pouvoir nous aider à améliorer les outils après les avoir testés. Et donc, la suite, c'est de pouvoir travailler sur un niveau 2 de notre outil Climalea. Donc, ce niveau 2, il s'appelle Climalea Diag.
Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment du coup un outil de diagnostic qui permet d'identifier les points de sensibilité sur l'exploitation agricole, donc face au changement climatique. On est sur quelque chose de beaucoup plus quantitatif que le niveau 1. Et en fait, on intègre des modélisations climatiques. On n'est plus seulement sur le ressenti, le vécu de l'agriculteur par le passé, on intègre les modèles climatiques et du coup l'évolution des aléas climatiques dans le futur. Donc là, c'est un outil, c'est un diagnostic qui se fait sur à peu près une demi-journée et qui se fait uniquement en conseil individuel. Donc pour l'instant, pour la plupart des filières, c'est un travail qui est en cours, donc qui n'est pas du tout finalisé. Il n'y a qu'une seule filière pour lequel l'outil de niveau 2 est terminé, c'est pour la filière porcine, où en fait, donc dans le projet dans le projet Fermadapt, on a intégré, donc on a continué à travailler sur un outil qui avait déjà été un petit peu travaillé par l'INRAE et l'IFIP, qui s'appelle Thermipig. Et donc le projet Fermadapt a permis de finaliser cet outil Thermipig et de développer l'outil Thermiso. Et donc voilà, c'est ça qui fait office de diagnostic de niveau 2 pour le porc. Et donc l'outil est terminé. Et donc voilà, pour les autres filières, fourrage bovin, grande culture, arboriculture et viticulture, le travail sur le niveau 2 est en cours. Et pour la volaille, ça viendra dans un second temps quand le niveau 1 sera terminé. Et le principe de cet outil de niveau 2, donc, c'est de travailler sur 4 grands blocs. Donc on a tout ce qui est fréquence des aléas climatiques, donc évolution des aléas climatiques jusqu'à 2100. Et donc pour ça, voilà, pour chaque filière, on choisit les aléas climatiques principaux qui vont impacter chacune des filières. Ensuite, on a tout un bloc structure de l'exploitation, donc tout ce qui est sol, parcellaire, bâtiment. On a aussi un bloc sur ce qui est système de production, donc par exemple l'équilibre fourrager ou l'assolement. Et puis, on a tout un bloc sur les pratiques. Donc voilà, l'idée est de croiser ces 4 blocs pour identifier les points de vulnérabilité et de résilience des exploitations agricoles face à l'évolution du climat. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Elisabeth, merci pour cette présentation. Alors, merci aussi aux autres partenaires. Donc là, c'est toi, Elisabeth, qui présentait tous ces travaux parce que donc la Chambre était coordinatrice de l'action 1, l'action dans laquelle on a développé tous ces outils. Mais donc ces outils, ils ont été développés en collaboration avec les autres partenaires du projet. Donc voilà, je les ai cités, mais voilà, l'université, le LETG, l'université de Rennes 2, qui a beaucoup travaillé sur les cartos. Bon voilà, mais aussi les instituts techniques, IDEL, IFIP, ITAVI, le FR-CIVAM, l'INRA. Voilà, donc c'est le travail de tout le monde. Il y a quelques questions, Elisabeth, en effet. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur finalement la question de la mise à disposition, de la diffusion de ces outils, quels canaux de diffusion, quelle échéance de mise à dispo, par exemple de l'atlas cartographique. Voilà. Quand et comment ces outils vont être accessibles pour les utilisateurs potentiels. Ouais, alors pour tout ce qui est donc tout ce qui est indicateur agroclimatique, c'est déjà possible de pouvoir consulter les indicateurs en contactant la Chambre d'agriculture. Après, pour tout ce qui est cartographie, donc là, la cartographie des zones agroclimatiques, pour l'instant, on est en train de finaliser le descriptif climatique de chacune des zones. Donc pour expliquer quel est le climat de façon détaillée dans chaque zone et comment ce climat va évoluer. Et une fois que le descriptif climatique de chacune des zones sera finalisé, on pourra diffuser la carte à tout le monde.
Et puis pour l'atlas cartographique, là du coup c'est quelque chose qui est en réflexion au LETG. Donc pour l'instant je peux pas forcément en dire plus, mais l'idée ce sera de pouvoir mettre en ligne un atlas cartographique avec avec toutes ces cartes qui ont été produites. Donc il y en a, je crois, à peu près 200 si on compte tous les scénarios et tous les horizons de temps. Donc voilà, ce sera mis en ligne quand on aura un petit peu plus peaufiné tout ça. Et pour tout ce qui est diagnostic de vulnérabilité, donc le niveau 1, vous pouvez contacter donc soit la Chambre d'agriculture de Bretagne, de Pays de la Loire, ou bien Valorial, donc Stéphane, pour pouvoir nous demander d'avoir accès aux outils de niveau 1. Et après, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on les envoie par mail. Et puis le niveau 2, comme il est en cours, pour l'instant voilà, on peut rien diffuser, mais quand il sera terminé, ce sera sûrement le même principe au début pour la phase de test. Et le niveau 2 est prévu d'être finalisé, donc tout ce qui est végétal plutôt en 2024, et tout ce qui est animal, on a jusqu'à 2025 pour finaliser ces travaux. Merci Elisabeth pour ces premières réponses. Sur le diag, puisque on est dessus, on va rester là-dessus, la question était posée de savoir auprès de combien d'agriculteurs le climat test a été testé. Combien d'agriculteurs ont été interrogés. Voilà, alors c'est variable en fonction des filières, mais Ouais, alors oui, effectivement, c'est très variable en fonction des filières. Alors, je pourrais pas donner de chiffres. Je sais qu'il a beaucoup été testé en élevage bovin, un peu moins pour les autres filières, mais je peux pas donner de chiffres précis sur combien de personnes l'ont testé. c'est ça, ça dépend des filières. Après, nous, l'idée, c'est de le tester dans au moins chacun des groupes. Donc, ensuite, là, tout à l'heure, enfin, juste après cette partie-là de présentation, on va vous parler du réseau des fermes pilotes. Et donc, les outils seront testés au moins dans chacun des groupes de fermes pilotes. Après, voilà, ça prend du temps, tout ça, évidemment, mais c'est précieux aussi d'avoir ces retours et ces interactions. Des questions un peu plus techniques, Elisabeth. Alors, voilà, peut-être qu'on pourra répondre à tout. Hein, on pourra aussi apporter des réponses complémentaires a posteriori. Mais sur les cartos, quelles sources de données ont été utilisées pour avoir une résolution à 1 km? Est-ce que les modèles reprennent les données du GIEC? Alors, oui, effectivement, enfin, en fait, les données qui ont été utilisées pour faire le zonage agroclimatique, c'est des données observées, donc c'est des données qui ont été mesurées en station météo. Et ensuite, pour les cartographies d'indicateurs individuels, donc là, on est sur des données modélisées, donc avec le modèle du CNRM Aladdin 63 qui se base effectivement sur les scénarios du GIEC. Et donc, on a pris les RCP 4.5 et 8.5. Et après, pour la question sur la résolution à 1 km, je suis pas assez au point techniquement pour expliquer la méthodologie qui a été utilisée pour descendre à une maille de 1 km. Mais on pourra transmettre la question au LETG pour vous envoyer la réponse plus tard. Ok. Je pensais effectivement que pour cela, on pourrait relayer à nos amis du LETG. Ensuite, il y a une question. Alors, s'agit-il uniquement de s'adapter au changement climatique ou également d'agir contre? Alors, évidemment, il y a les deux. Hein, voilà, on l'a peut-être pas assez dit, mais il faut évidemment travailler sur les deux aspects. S'adapter, c'est une nécessité parce que les choses changent déjà. Et comme, enfin, voilà, agir contre, c'est une question de, je pense, survie. Pour nous, voilà, à moyen terme. Donc, il faut évidemment travailler sur les deux. Après, il y avait d'autres programmes pour accompagner les projets d'atténuation. Et donc, nous, Fermadapt, là, au départ, quand il a été construit, était vraiment tourné vers l'adaptation.
Après, il y a des leviers communs aussi. C'est-à-dire que quand on fait de l'adaptation, il y a évidemment certains leviers qui sont à la fois des leviers d'adaptation et d'atténuation. Et par principe, on s'est interdit dans le projet Fermadapt de traiter des leviers techniques qui auraient eu un effet inverse, c'est-à-dire qui pourraient se traduire par éventuellement une augmentation des impacts. Voilà, donc ça, on s'est interdit de travailler ces leviers-là. Mais voilà, c'est un sujet qui était quand même construit autour de l'adaptation. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si tu veux porter un complément, Elisabeth. Non, c'est ça, c'est un projet sur l'adaptation, mais bien sûr, toutes les solutions d'adaptation qu'on étudie, c'est des solutions qui vont dans le sens de l'atténuation aussi. Sinon, ce serait de la maladaptation que de proposer des solutions qui augmentent les gaz à effet de serre ou qui empirent le changement climatique. Et puis alors peut-être voilà, pour rester dans le bon timing, une dernière question. Alors j'ai pas du tout, je sais pas, moi je ne saurais pas répondre, Elisabeth. Êtes-vous en liaison avec l'étude régionale assistance technique pour l'élaboration de scénarios agricoles prospectifs? Non, ça me dit rien. Ok, ben voilà, ça ne dit rien non plus. Donc merci pour la question. C'est voilà, c'est quelque chose qu'on va creuser. Voilà, on va poser la question déjà au sein du consortium et puis peut-être aussi au niveau de la région, on pourra avoir un éclairage là-dessus. Bon, voilà. Donc, comme l'a dit Elisabeth, sur les aspects techniques, méthodologiques, par rapport à tout le travail de cartographie, il y a des éléments qu'on pourra vous transmettre sur voilà, les bases de données, les méthodes qui ont été employées, les supports, voilà, pour répondre à toutes ces questions techniques-là qu'on n'a pas forcément le temps de traiter aujourd'hui, et puis les compétences non plus, Elisabeth et moi, parce que voilà, c'est vrai que les collègues du LETG n'étaient pas dispo aujourd'hui, mais sur ces aspects-là, c'est vrai qu'ils seront mieux placés que nous pour vous répondre. Et du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie de la présentation des résultats, c'est-à-dire celle qui concerne le réseau des fermes pilotes. Et donc, on va passer la parole dans un premier temps à Manon Fuselier, qui est chargée d'études à l'Institut d'élevage, puis ensuite à Gabrielle Leborgne, qui est animatrice réseau pour l'adage 35 et qui fera part d'un témoignage concernant un des groupes opérationnels, un des groupes de fermes pilotes qu'on a mis en place dans le projet. Manon, est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Manon, tu peux y aller, merci. Ok, bah parfait. Ah non, attendez. Hop, là c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Stéphane, moi je travaille à l'Institut de l'élevage. Je suis chargée d'études dans un service plutôt spécialisé sur tout ce qui est l'animation participative, mais aussi l'attractivité du métier d'éleveur et les relations élevage et société. Et donc, dans le cadre de ce projet, moi, je suis la coordinatrice du réseau des fermes pilotes. Et donc, c'est ce réseau-là que je vais vous présenter aujourd'hui de manière assez résumée. Mais donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Donc, déjà, pour se resituer un petit peu par rapport au projet, nous, le réseau se situe donc dans cet encadré vert. Et en fait, ce que ça montre, c'est que c'est un réseau qui est un petit peu interconnecté avec d'autres tâches du projet, notamment, comme on l'a dit, avec la tâche qui consistait à créer les diagnostics de vulnérabilité, qui sont donc testés au sein du réseau. Aussi la tâche où on cherche à repérer des nouvelles opportunités, donc à la fois au sein du réseau et ailleurs. Et donc, ça permet d'avoir vraiment cette emprise sur le terrain. Et puis, il y a aussi des liens avec la tâche un peu plus sur les essais, notamment parce qu'on fait remonter un peu les besoins des agriculteurs qui ne peuvent pas tester eux-mêmes sur leur ferme pour qu'on puisse faire des essais dans des fermes expérimentales. Donc, voilà pour ça. L'objectif de ces groupes, donc déjà le premier objectif, je dirais, c'est vraiment d'avoir cette emprise sur le terrain, de faire remonter les besoins des agriculteurs, et cela via 3 objectifs un peu plus formalisés. Le premier objectif, c'est donc d'informer ces personnes de terrain, les agriculteurs, notamment en leur permettant de se saisir des indicateurs agroclimatiques, comme l'a présenté Elisabeth,
pour se rendre compte un petit peu de, à l'avenir, ça va être quoi l'impact du changement climatique sur ma zone, et pour aussi un peu anticiper ces changements et se préparer. S'informer aussi donc sur l'impact sur le système agricole, et donc d'essayer d'anticiper un peu les conséquences qu'il y aurait sur les pratiques, la technique, le travail, le volet économique lié au changement climatique. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner ces groupes d'agriculteurs dans une notion de collectif, parce qu'en fait, c'est des groupes de une dizaine d'agriculteurs, et donc l'idée, c'est de les faire échanger ensemble et de les accompagner collectivement, avec l'idée d'identifier ensemble potentiellement des trajectoires d'adaptation. Donc on part dans l'état actuel et puis d'imaginer comment on va évoluer dans 10 ans pour s'adapter. Il y a aussi la réalisation des diagnostics de vulnérabilité. Donc pour l'instant, il y a juste le niveau 1 qui a été testé dans les groupes. Donc ça, c'est pour permettre de voir où est-ce qu'on en est cette année avec nos pratiques, avec notre système, et à quel point on est vulnérable ou pas au changement climatique. Et dans ce côté accompagnement, il y a aussi des visites de terrain qui sont prévues. Donc aller voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi pas même dans d'autres régions. Un autre des objectifs, donc, c'est d'initier des innovations chez les agriculteurs, notamment en échangeant déjà rien qu'au sein des groupes, par le fait qu'ils échangent entre eux, ça peut initier des idées et se dire que comme c'est testé chez quelqu'un d'autre, peut-être pourquoi pas le tester chez soi. Et aussi en faisant des visites donc d'autres exploitations ou d'autres régions pour voir ce qui se fait. Et aussi avec l'idée de comment on va collecter des différents leviers d'adaptation, pourquoi pas les tester chez les personnes qui seraient intéressées. Donc un autre objectif, c'est recenser, faire connaître les pratiques sur le terrain, parce qu'en fait, les agriculteurs, ils ont déjà des pratiques adaptées au changement climatique, ou alors en tout cas, ils sont en train de les mettre en œuvre. Donc c'est aussi les recenser et les faire connaître à plus large échelle. Et ensuite, le dernier objectif, donc, c'est de sonder la faisabilité des solutions à mettre en place. Et donc, comme je l'ai dit, pour des solutions qui sont peut-être plus compliquées à tester, un petit peu plus risquées, l'idée, c'est de les proposer aux fermes expérimentales pour qu'eux, ils puissent les tester et que ce ne soit pas forcément les agriculteurs qui prennent ce risque. Donc voilà pour ces 3 grands objectifs des groupes, donc d'informer, d'accompagner collectivement et puis d'initier et diffuser les innovations liées à l'adaptation au changement climatique. Donc, comment sont organisés ces groupes? Donc, ça s'est construit un petit peu, on va dire, au fur et à mesure. Au jour J, là, on en est à 8 groupes opérationnels composés d'une dizaine d'agriculteurs. Donc, ça fait entre 80, 90 fermes. Ces groupes-là, ils se réunissent au moins 2 fois par an. Et c'est des groupes qui sont animés donc par des animateurs, soit de la chambre, soit des CIVAM. Voilà pour ça. C'est des groupes qui sont aussi accompagnés par des animateurs techniques qui sont plutôt spécialisés dans des filières, donc bovin, lait, végétal et territoire. Ces animateurs techniques, ils apportent l'expertise technique sur le sujet, donc lié à la filière et au changement climatique. Ils accompagnent vraiment les animateurs pour pas qu'ils soient tout seuls dans l'animation de ces groupes. Et donc, il y a beaucoup de relations entre les animateurs des groupes et les animateurs techniques. Et ensuite, il y a une coordination générale qui se fait plutôt donc par mois. Et donc, en fait, moi, mon rôle, c'est plutôt de réunir tous les animateurs ensemble pour qu'on puisse échanger sur ce qui se passe dans les groupes, comment avancer, comment s'améliorer, et voilà, vraiment mutualiser sur tout ce qui se passe dans les groupes. Il y a aussi eu des demandes de monter un petit peu en compétences sur les sujets liés au changement climatique et à l'adaptation. Donc notamment, on a organisé, il n'y a pas très longtemps, une intervention sur les travaux climatiques récents de Valérie Bonardo. Donc ça a permis en fait aux animateurs de se conforter un petit peu, de se rassurer sur leurs connaissances par rapport au changement climatique. Et puis un autre objectif par rapport à ces groupes, ça va être aussi de réunir tous les agriculteurs et tous les animateurs ensemble pour échanger plus globalement, vraiment à l'échelle de la région Bretagne,
sur le sujet, qui partagent leurs préoccupations, pourquoi pas leurs innovations aussi, à une plus large échelle. Donc pas seulement au sein de leur petit groupe, mais qu'on fasse une grande réunion, voire un séminaire tous ensemble. Le petit plus, c'est qu'on essaye d'utiliser des méthodes et des outils d'animation de réunion participative. Donc ça, c'est au bon vouloir, on va dire, des animateurs, mais c'est vrai qu'on conseille d'utiliser des outils d'animation participative, notamment des brise-glaces, des outils pour recueillir les perceptions, co-construire avec le groupe. Et ça permet vraiment de favoriser les échanges au sein du groupe et que chacun s'exprime et puis qu'il y ait une vraie cohésion de groupe qui se crée. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, pour vous représenter un petit peu le réseau, donc c'est assez bien réparti sur la région Bretagne. Et en fait, on a des groupes à la fois d'élevage et aussi des groupes plutôt en végétal. Donc, on a 3 groupes bovins-lait, à la fois animés par la Chambre et les CIVAM. On a aussi des groupes donc en végétal, donc en grande culture et légumes, en maraîchage et en arboriculture. Et la petite spécificité, c'est qu'on a 2 groupes territoires. Donc, où l'entrée, là, c'est pas la filière, c'est vraiment un territoire précis. Et donc, avec aussi un petit peu la difficulté donc, de se retrouver avec des agriculteurs qui ne travaillent pas forcément avec les mêmes filières, mais avec des contraintes très similaires par rapport à l'eau, par rapport à tout un tas de sujets reliés au territoire. Voilà pour ça. Donc là, on vous a mis les noms des co-animateurs techniques qui m'aident à coordonner tout ça. Donc ça, c'est les jalons qu'on a donnés en fait aux animateurs pour les aider un petit peu à structurer leurs réunions et pour qu'en fait on ait tous une base commune et que le processus de réflexion avance un petit peu de la même manière. Donc la première phase vraiment de ces réunions avec les groupes, c'était un peu une mise en contexte. On fait connaissance et on essaye de sonder un petit peu les agriculteurs sur comment ils perçoivent le changement climatique. Comment ils perçoivent déjà les impacts? Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont plutôt anxieux ou est-ce qu'ils le vivent bien? Donc, pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est avec ce groupe et s'il y a des différences entre les différents agriculteurs. Ensuite, le deuxième volet, donc c'est plutôt on part plutôt sur les solutions. Donc, on a fait un petit bilan, puis là, on se pose plutôt la question des solutions. Donc, d'où je pars pour m'adapter au climat, et puis on commence à parler un peu donc des leviers, des solutions d'adaptation, avec la mise en place, pourquoi pas, de suivi chez des agriculteurs. Donc, quand on commence à repérer des innovations, il y a l'idée de les suivre sur le long terme. Oups, pardon. Et puis de faire des liens aussi avec les essais en ferme expé. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui va être testé dans les fermes expérimentales va être remonté au groupe pour qu'ils puissent par la suite peut-être les tester ou en tout cas en avoir connaissance. Le troisième jalon, c'est le côté un peu étude de cas. Donc, ils vont aller étudier plus précisément un cas qui peut être une des fermes du groupe, notamment pour aider à rentrer plus dans les détails et aller se faire en fait projeter un peu l'évolution de la ferme dans le temps et d'aller, pourquoi pas, tester différents leviers. Et ça, c'est plutôt aidé grâce à des outils, notamment en bovin lait. Ce qui est utilisé, c'est le rami fourrager. Dans les autres groupes, c'est plutôt ils essayent d'adapter des outils pour pouvoir se projeter à moyen terme. Un autre volet, donc aller un peu plus loin, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le changement climatique, oui, c'est très important. C'est aussi une forte préoccupation pour les éleveurs, surtout avec l'année qu'on a eue l'année dernière. Mais il y a aussi d'autres attentes dans ces groupes d'échange, notamment sur tout ce qui est approche travail, volet économique, un peu attente sociétale, aussi les consommations d'énergie. Donc, on laisse la possibilité dans ces groupes de faire des interventions sur d'autres sujets pour les aider à avancer et être plus résilients en fait. Et ensuite, donc le dernier volet, ce sera la phase un petit peu bilan, où là, on aimerait se faire que les groupes se rencontrent ensemble, leur faire visiter aussi d'autres filières, pourquoi pas, avoir un petit retour sur les suivis en ferme et en ferme expérimentale. Et puis, à travers tous ces jalons, on va essayer de faire un maximum de visites et de démonstrations d'essais pour vraiment
voilà, disséminer les innovations et faire que, en tout cas, ce qui se fait sur le terrain soit connu à plus large échelle. Bon, ça, rapidement, c'était pour montrer un petit peu l'avancement de tous les groupes. Donc, la difficulté qu'on peut avoir quand on coordonne des groupes de différentes filières, de différents territoires, c'est que tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais en tout cas, c'est pour montrer que tout le monde a quand même bien démarré et voir, il y a des groupes qui en sont à leur 4e rencontre, voire plus. Et donc, que la dynamique a vraiment bien pris. Et ça, c'est plutôt positif. Ce qu'on en retient pour l'instant, c'est qu'on voit que les agriculteurs, ils sont globalement motivés à se réunir pour échanger sur ce sujet. Et on le sent notamment par le fait qu'ils sont demandeurs en fait de plus de réunions et ils sont prêts à se réunir tous ensemble dans le cadre de ce projet. Et puis on a ressenti aussi que l'année 2022 a un petit peu appuyé cette dynamique et a un petit peu favoriser en tout cas la participation. Notre idée de faire échanger tous les groupes ensemble, on avait plutôt prévu à la fin du projet, sauf qu'en fait on a eu une demande justement de se rencontrer plutôt à mi-parcours plutôt qu'à la fin du projet pour échanger à plus grande échelle et pour être sûr de ne pas avoir raté quelque chose et se retrouver à la fin en disant mince, en fait on aurait dû se réunir avant. Donc là c'est une demande qu'on a eue très claire et donc on va organiser prochainement une réunion ou un séminaire avec tous les groupes ensemble. Une autre demande qu'on a eue qui est remontée un peu du terrain, c'est aussi que les agriculteurs ils sont intéressés pour s'adapter, mais ils sont aussi très intéressés au sujet de l'atténuation, notamment de réaliser des bilans carbone. Donc il y a déjà eu une question là-dessus et en fait c'est aussi remonté du terrain ce questionnement et cette demande. Et comme je l'ai déjà un petit peu dit, ce qui est remonté aussi, c'est que oui, il y a le changement climatique qui est un fort enjeu pour s'adapter au futur pour les exploitations. Mais les agriculteurs nous font remonter qu'ils sont aussi confrontés à des problématiques plus larges et auxquelles on est obligé de penser pour le futur. Donc, notamment la gestion de l'eau, la gestion des minéraux rares, l'organisation du travail. Un gros enjeu qui est ressorti aussi, c'est tout ce qui est transmission et que va devenir ma ferme par la suite. Donc nous, on prend en compte aussi ces thématiques et puis on va essayer d'enrichir les groupes avec peut-être des interventions de personnes sur ces sujets. Voilà pour ma présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que Gabrielle va vous présenter un petit peu plus concrètement ce qui se fait dans un groupe. Merci, merci Manon. Et donc effectivement, donc je passe juste le relais à Gabrielle pour illustrer tes propos avec l'exemple d'un groupe qui a été mis en place et qu'elle pilote avec la filière bovin-lait. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Eh ben, bonjour à tous, merci. Alors oui, effectivement, donc Gabrielle Leborgne, je suis animatrice à l'ADAGE 35. Donc l'ADAGE, c'est un acronyme, c'est pour Agriculture durable par l'autonomie et la gestion de l'environnement. Donc l'ADAGE 35 qui est un CIVAM et qui à ce titre a intégré le projet Fermadapt. Donc l'ADAGE 35, c'est une association d'éleveurs-éleveuses sur toute l'île-et-Vilaine. Donc il y a plus d'une centaine de fermes qui sont essentiellement c'est des fermes avec des élevages ruminants, puisque le cœur de l'activité de l'ADAGE, c'est de travailler sur les systèmes herbagers, pâturants. Donc c'est essentiellement des fermes en bovin-lait. Et donc là, dans le cadre du projet Fermadapt, c'est bien un groupe d'éleveurs, éleveuses bovin-lait qui a souhaité intégrer le projet. Donc ce groupe, c'est donc le groupe du secteur de Vitré. Je vais passer. Voilà. Donc, qui constitue d'une quinzaine de fermes dans le secteur de Vitré, donc dans l'Est Ille-et-Vilaine. Il s'agit donc, comme je le disais, de fermes toutes avec un atelier bovin-lait, des fermes herbagères, plus ou moins herbagères. Disons que ça va du tout herbe à des fermes qui ont encore une part de maïs dans leur SAU.
dans leur mode d'alimentation des bovins. Et donc avec certaines fermes qui ont aussi en plus des ateliers bovins viande et des cultures. Donc ce groupe-là, d'une quinzaine de fermes, c'est un groupe qui préexistait au projet Fermadapt. C'est un groupe assez dynamique puisqu'ils se rencontrent une petite dizaine de fois dans l'année sur des sujets variés qui vont donc de la gestion de l'herbe et du pâturage, ce qui va constituer à peu près trois rencontres par an. 1 à 2 rencontres sur l'analyse des résultats technico-économiques, puis des rencontres sur les thématiques de travail, de santé animale et autres. Et puis, donc, notamment des rencontres sur le thème de l'adaptation au changement climatique. Puisqu'en fait, effectivement, c'est un groupe pour lequel le sujet de l'adaptation au changement climatique n'est pas évidemment pas nouveau et qui souhaitait travailler spécifiquement sur ce sujet depuis déjà quelques temps. Et donc qui a souhaité intégrer le projet donc pour plusieurs raisons. Déjà, donc voilà, ça lui permet d'avoir un cadre à ce travail-là de réflexion sur l'adaptation, et puis de pouvoir bénéficier de certains outils et puis d'un appui technique de l'IDEL notamment. Donc c'est un groupe d'échange de pratiques avant tout. Donc c'est des éleveurs-éleveuses qui viennent là surtout pour échanger entre eux, voir ce qui se fait dans les autres fermes et qui se connaissent bien entre eux. Donc c'est aussi intéressant pour savoir, voilà, en fonction des conditions des différentes fermes et de ce qu'on en connaît, on va pouvoir adapter son système et aller piocher ce qui se fait dans les autres fermes du groupe. Voilà. Donc en termes d'avancement dans le projet aujourd'hui, donc on a déjà eu 2 journées, donc ce que Manon vous présentait tout à l'heure, les différents jalons. Donc les 2 premiers jalons ont été faits pour ce groupe. Donc la première journée a eu lieu le 31 mai 2022, donc sur les impacts du changement climatique, donc spécifiquement sur le secteur de Vitré, puisqu'effectivement le groupe a pu avoir une intervention de Brendan Godok de l'IDEL, qui a présenté donc les résultats des projections du GIEC, spécifiquement pour la zone de Vitré, donc qui correspond au groupe. Donc voilà, je vous présenterai un peu plus en détail cette journée juste après. Ensuite, le deuxième jalon, ça a été donc le 20 septembre 2022, donc en sortie de saison de pâturage, donc après un été assez alarmant donc assez sec, caniculaire. Donc ça tombait malheureusement bien pour cette journée-là qui parlait de la vulnérabilité des fermes au changement climatique et qui traitait des leviers d'adaptation. Donc l'idée, c'était donc de faire le diagnostic de vulnérabilité qui a été développé dans le cadre du projet Fermadapt, mais donc le niveau 1, donc qui est en fait l'outil d'animation, et donc de permettre de nourrir les échanges entre les éleveurs sur comment leur ferme est plus ou moins bien adaptée à ce jour au changement climatique et quels pourraient être les leviers à mettre en œuvre sur les différentes fermes. Et puis là, donc la troisième journée va avoir lieu bientôt, puisqu'elle aura lieu le 1er juin normalement. Donc sur une étude de cas, donc avec une simulation des impacts du changement climatique sur une ferme type du groupe. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller modéliser, grâce à l'outil Rami Fourager, d'aller modéliser une ferme type comme elle fonctionne avec le climat actuel, passé des dernières années. Une ferme donc, qui tourne, qui est à l'équilibre aujourd'hui, et d'aller lui impacter un climat tel qu'on le prévoit selon les projections de GIEC en 2040-2060, et de voir comment, déjà quels vont être les impacts pour la ferme, est-ce que l'équilibre va être rompu entre les besoins pour le troupeau et ce que va permettre de produire les prairies, et donc d'aller essayer de co-construire en groupe une réponse à ce changement climatique. Comment on va faire pour de nouveau retrouver un équilibre sur ce système, et donc d'aller modéliser grâce à l'outil Rami Fourager voilà, l'adaptation, la mobilisation de leviers différents voilà, pour la ferme type.
Donc voilà pour où on en est dans les journées de groupe. Donc, parallèlement à ça, il y a aussi donc eu le lancement des suivis de pratiques d'adaptation sur 2 fermes du groupe. Donc le groupe était assez motivé par le suivi de levier. Il a fallu faire un choix entre les différentes personnes qui en fait voilà, dans le groupe, ils ont tous commencé à tester des choses, des leviers d'adaptation. Donc finalement, le choix s'est porté sur le suivi de 2 fermes qui ont toutes 2 mis en place des nouveaux mélanges prairiaux, donc avec des espèces de graminées et de légumineuses plus résistantes aux sécheresses. Donc avec notamment voilà, le dactyle qui vient des espèces comme le dactyle ou le plantain, par exemple. Donc voilà. Donc ensuite, pour vous présenter un peu plus spécifiquement donc une journée comme elles peuvent avoir lieu dans le groupe. Donc l'idée, en fait, c'est, comme je vous le disais, c'est un groupe qui préexiste et qui a déjà, qui se rencontre très régulièrement. Donc l'idée, en fait, en intégrant le projet Fermadapt, c'était aussi de pouvoir venir alimenter ces journées de groupe et notamment les journées d'échange sur la gestion de l'herbe qui ont lieu donc trois fois dans l'année. Et donc là, c'était le cas pour la première journée qui en fait est venue s'adosser à une journée qu'on appelle Rallye Herbe, qui est en fait l'occasion de faire le point sur où on en est dans la saison de pâturage, en fonction, voilà, la pousse de l'herbe, les foins, voilà, donc faire un peu le point là-dessus en groupe. Et donc là, pour cette première journée, l'organisation a été la suivante, c'était de faire une matinée dédiée vraiment spécifiquement au projet Fermadapt. Donc on avait une intervention de Brendan Godoc de Lidl, qui est venu donc présenter déjà le projet, parce que c'était donc le lancement, la journée de lancement pour le groupe, présenter les projections du GIEC spécifiques à la zone de Vitré, et puis donc les impacts que le changement climatique allait avoir sur les élevages, donc sur les cultures, les prairies, et puis sur le troupeau. Et donc de pouvoir ainsi échanger en groupe sur déjà les impacts qui ont été déjà observés, et voilà, d'avoir un peu un ressenti de comment se positionnait le groupe aujourd'hui, et notamment on les a fait se positionner sur 2 axes qui étaient un axe d'inquiétude et de vulnérabilité. Donc pour voir un peu qui s'estimait vulnérable face au changement climatique et est-ce qu'ils étaient inquiets, plus ou moins inquiets par rapport à ça. Donc voilà, et donc à cette matinée-là suivait donc une après-midi rallye herbe un peu plus classique, mais qui en fait était toujours alimentée par les discussions aussi qui avaient lieu le matin sur l'adaptation au changement climatique, d'autant plus qu'on était aussi dans une période on était dans un printemps assez sec, donc il pouvait être déjà assez préoccupant pour le groupe. Donc en fait, la journée entière a tourné beaucoup sur ce sujet-là. Donc voilà pour cet exemple de journée. Donc finalement, ce que je peux vous dire en bilan, c'est que on a donc un groupe avec une réelle préoccupation sur donc ce thème de l'adaptation au changement climatique, mais au-delà de ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement sur l'atténuation aussi au changement climatique. Donc ils ont notamment pu avoir une journée sur le bilan carbone des fermes l'année passée, et l'année prochaine, ils souhaitent se retrouver sur les questions d'économie d'énergie. Voilà, c'est un groupe qui a une forte volonté de travailler sur ces thématiques-là. Et qui là, à ce jour, voudrait aller plus loin sur les échanges de pratiques, pouvoir échanger sur donc, les cas concrets de leur ferme, parce que là, pour le moment, on était encore beaucoup sur des projections un peu d'ordre global, même s'il y a eu déjà des échanges de pratiques. Mais voilà, ils veulent aller encore plus loin, pouvoir échanger sur les essais qui sont mis en place sur les fermes du groupe. Et donc, c'est ce qu'on va faire là, lors des prochaines journées. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci Gabriel. Alors du coup, il y a quelques questions. Je ne sais pas si vous allez répondre en duo avec Manon ou l'une ou l'autre. Voilà. Alors, il y en a une première enfin, voilà, que tu as en partie traité, Gabriel, mais est-ce que vous pouvez donner des exemples de leviers mis en place chez les agriculteurs est-ce qu'il y a voilà, ça se rejoint à une question de dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites autour de la question de l'arbre et des haies est-ce que c'est pris en compte dans les leviers potentiels, par exemple? Je peux peut-être commencer par répondre, puis tu compléteras plus précisément sur ton groupe, Gabriel. Ok. Mais du coup, lors de la dernière réunion avec les animateurs, on a un petit peu évoqué justement les différents leviers d'adaptation qu'ils avaient déjà repérés. Et du coup, j'en ai plusieurs comme ça, un petit peu en vrac, sachant que du coup, ça concerne toutes les filières. Enfin voilà, c'est très large, ça peut être très large comme question. Mais là, comme ça, ce que j'ai en tête, c'est qu'on avait beaucoup discuté de la question de la récupération des eaux de pluie via différentes méthodes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti un petit peu des groupes. Il y avait aussi la question de la plantation des arbres et des haies et des parcellaires. Il y avait aussi tout ce qui est relié à la gestion du pâturage, le pâturage hivernal avec la méthode du bale grazing. Plutôt côté végétal, ils testent aussi des variétés un petit peu nouvelles pour la Bretagne. Je sais que notamment, il était question de planter de la pastèque, de la patate douce, enfin voilà, des variétés qu'on n'a pas forcément l'habitude de cultiver en Bretagne. En bovin lait, je sais aussi qu'il y a la monotraite durant l'été et aussi carrément l'idée de diminuer la production laitière pendant la saison estivale. Et enfin, la dernière que j'avais en tête, c'était plutôt côté maraîcher, de tester voilà, différentes méthodes d'irrigation avec le goutte à goutte, voilà, plein de méthodes différentes. Et donc c'est très large, mais j'essaie de penser à toutes les filières. Il y avait peut-être une notion assez transversale qui se dégageait autour de cette question-là des leviers, qui était celle de finalement de la diversification, que ce soit en culture ou en élevage. Finalement, c'est un peu pareil. L'idée, c'est voilà, on va avoir des années climatiques compliquées, variables, et donc l'idée de la diversification, d'avoir plusieurs productions pour avoir une meilleure résilience, en fait. Voilà. Gabriel, je ne sais pas si tu as un autre exemple. Eh ben non, en fait, tout ce que vous disiez là, c'est effectivement tout ce qui était ressorti du groupe. Alors dans le groupe, nous, c'était quand même beaucoup des questions d'adaptation des espèces prairiales parce que c'est vraiment au cœur du groupe, c'est de travailler sur l'herbe et de comment adapter les prairies à un climat qui va devenir de plus en plus sec avec des périodes de sécheresse. Mais voilà, effectivement, voilà, les haies sont revenues, le pâturage hivernal, la monotraite, ce que tu disais, Manon, ça ressort. Alors après, ce qu'on peut dire aussi pour préciser les choses, c'est que donc ça, c'est un volet terrain avec des éleveurs. Voilà, c'est le but de ce travail-là. Il y a une autre action qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, qui est le volet expérimental, où on va faire des essais en station expérimentale donc, au sein du réseau des fermes exprès de la Chambre ou des instituts techniques. Et où là, on va pouvoir tester d'autres types de leviers qui sont peut-être un petit peu plus exploratoires, mais qui seront en partie définis et dans tous les cas discutés aussi avec les éleveurs des groupes opérationnels. Parce que cette question du choix des leviers, finalement, elle est de toute façon très compliquée. Voilà, quand on fait un choix et qu'on est un éleveur, ça a des conséquences sur le résultat qu'on va obtenir. C'est pareil. Donc il y a aussi voilà, cette interaction avec l'autre tâche l'autre tâche du projet qui concerne les essais en station XP, et où on va tester d'autres leviers aussi, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis il y a pas mal de questions aussi sur finalement un peu la méthodologie sur comment est-ce qu'on a construit les groupes d'éleveurs. Est-ce qu'il y a des groupes d'éleveurs bio, des groupes d'éleveurs conventionnels, est-ce qu'il y a des groupes d'éleveurs porcins, parce que ça n'apparaissait effectivement pas sur ton schéma, Manon. Voilà, comment est-ce qu'on a construit ces groupes-là? Je peux peut-être commencer à répondre et puis tu compléteras, Manon, mais donc pour la question du coup port, alors c'était prévu dans le projet.
mais malheureusement, on n'est pas arrivé à constituer un groupe d'éleveurs pour la filière porcine vraiment dédié. Il y a des éleveurs de porc dans deux groupes qui sont des groupes territoriaux, donc multi-filières. Et donc là, il y a des éleveurs de porc, mais on n'a pas un groupe porc comme on a en bovin, par exemple. Bon, c'était prévu dans le projet, donc si en cours de route on arrive à rattraper le coup, bah, tant mieux. Mais là, pour l'instant, on démarre du projet, on n'a pas réussi à mettre ça en place. Voilà. Tu veux compléter, Manon? Oui, mais il y avait aussi un groupe volaille qui était prévu à la base. Mais en fait, pour des questions, enfin, il y avait un peu une question de conjoncture qui faisait que les éleveurs de ces filières-là n'étaient pas forcément facilement mobilisables. Et aussi le fait que souvent, c'est des éleveurs qui sont déjà intégrés dans des groupes, dans des coopératives et qui sont un petit peu plus difficiles à mobiliser. Sachant que les autres groupes, c'est des groupes donc soit de chambres, soit de CIVAM, soit qui ont été créés, soit qui existaient déjà. Et donc la chambre a essayé de mobiliser des éleveurs de porc et de volailles, mais c'était assez compliqué. Ils n'étaient pas disponibles, pas forcément intéressés par le sujet non plus, de ce qu'on a eu comme remontée. Ou alors ils le traitaient déjà dans d'autres groupes, plutôt avec leur coopérative. Voilà. Et pour les éleveurs bio, par contre, je trouvais que c'était une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Parce que c'est pas une entrée qu'on a eue du tout dans le projet. Je pense qu'il y en a, surtout dans les CIVAM, j'imagine. Et peut-être quelques-uns dans les groupes territoires. Mais j'ai pas une vision très claire du nombre d'agriculteurs bio qu'on a. C'est ça. En fait, l'idée, c'était on n'a pas cherché à créer des groupes conventionnels, des groupes bio. Voilà, l'idée, c'était au contraire de plutôt favoriser la mixité pour favoriser aussi les échanges et le partage de solutions, sans cloisonner, sans cloisonner les modèles. Bon, voilà. Il y a une question là autour de la question du parcellaire, en fait. Compte tenu des projections climatiques qui s'annoncent là avec effectivement du plus 4 degrés pour nous en France en 2100, est-ce qu'il serait pas pertinent de mettre en place des regroupements parcellaires du blocage avec un effet aussi sur le niveau d'émission peut-être? Est-ce que c'est des questions qui se sont posées dans les groupes, ça? Est-ce que tu peux repréciser la question? Je n'ai pas bien saisi sur la fin. La question, c'est de savoir si ce serait pertinent, voir si s'il ne serait pas urgent de mettre en place des actions autour du regroupement parcellaire. Avec l'idée de réduire les émissions, finalement d'aller aussi sur de l'atténuation. Donc ça, c'est pas forcément le scope du projet, mais est-ce que c'est quand même des sujets qui sont abordés dans les groupes de travail? Est-ce que vous avez entendu remonter ça? Si moi je parle pour mon groupe, le groupe ADEJ, c'est pas un sujet qui est trop ressorti du fait qu'en fait, de fait, eux, ils ont le plus possible un parcellaire très regroupé pour pouvoir mettre en place des systèmes pâturants plus facilement. Après, je ne sais pas si dans d'autres groupes, ça a pu ressortir. Du coup, je pense que c'est Laurence qui a répondu, qui disait que c'est ressorti dans un des groupes territoires. Voilà, ça a été abordé. Après, nous, on ne peut pas répondre à la question pour dire si c'est mieux ou pas. Je pense que c'est pas trop notre rôle de dire ça. Puis c'est presque un niveau politique, en fait. Voilà. Oui. On peut pas trop répondre au nom du projet, je pense. Mais en tout cas, visiblement, ça a été un petit peu abordé dans un groupe territoire. Je pense que c'est dans le territoire de la Roche-Chauffée. Un petit peu dans le même esprit, mais sur l'approche levier, est-ce que le sujet de la mobilisation de parcelles humides pouvant être plus fraîches en période estivale ou de la restauration de zones humides a été évoqué comme levier d'adaptation? Alors moi, à ma connaissance, je ne sais pas, mais Gabriel, je ne sais pas si c'est dans ton groupe. La mobilisation de parcelles, de revaloriser des parcelles humides, c'est pas ressorti. Par contre, le fait d'avoir une variabilité
enfin disons des fermes qui auraient des parcelles plus séchantes et d'autres parcelles plus humides et qui le mettent en avant comme un potentiel atout du fait d'avoir des parcelles séchantes pour pouvoir sortir tôt en début de saison de pâturage et pour aller chercher de l'herbe le plus tôt possible, et des parcelles humides au contraire qui vont mieux résister à la sécheresse l'été. Si ça c'est ressorti. Après spécifiquement de revaloriser des parcelles qui étaient jusqu'à aujourd'hui pas valorisées, ça n'a pas été le cas, puisque de fait ils valorisent toutes leurs parcelles d'une manière ou d'une autre voilà, aujourd'hui. Mais oui, ça, effectivement, enfin, c'est des leviers potentiels. Après, il y a une question de logistique derrière et de gestion d'exploitation. Peut-être même qu'il faudrait raisonner ça à l'échelle plus large qu'une exploitation, à l'échelle d'une région. On pourrait imaginer que s'il y a des régions qui sont un peu plus arrosées que d'autres, certaines années. Bon, voilà, il est 15h30, donc merci. On va arrêter là cette séance de questions. Alors, merci pour vos questions. Désolé pour celles que je n'ai pas pu retranscrire par manque de temps. Là, nous, on essaiera de vous apporter des réponses a posteriori. Merci à Manon, à Gabriel, à Elisabeth, à Chloé pour vos interventions. Voilà, c'est un premier webinaire, je le redis, donc on aura d'autres temps d'échange comme ça. Voilà, et on rentrera dans les autres actions du projet et puis évidemment de plus en plus dans le détail parce que là on est encore au début du projet malgré tout. Il y a beaucoup de questions aussi qui traitaient des sujets sur lesquels on voit qu'il y a matière sans doute aussi à vous apporter des réponses communes avec le projet ClimaVeg. Donc voilà, j'en discuterai avec mes collègues de VGPolis, mais peut-être un webinaire commun, ça pourrait être intéressant aussi. C'est une idée qui m'est venue en lisant les questions aujourd'hui. Donc à voir. Voilà pour moi le petit débriefing à chaud que je pouvais faire. Et puis donc je propose à Laurence de nous faire un petit mot de conclusion. Si tu es toujours parmi nous, Laurence. Oui, je suis là. Je vais aller très vite parce qu'on est au terme du timing en tout cas. Donc déjà, merci à tous ceux qui se sont connectés à ce webinaire et qui ont eu le désir de partager ces travaux pour, j'espère, les mettre en œuvre dans leur métier au quotidien, puisque l'adaptation au changement climatique, comme on l'a dit, c'est un sujet auquel on ne coupera pas, quels que soient les efforts d'atténuation. On sait très bien que le climat est sur une trajectoire pas tout à fait favorable pour les 20 années à venir en tout cas. Voilà. Et puis un merci spécial à Elisabeth, puisqu'Elisabeth va bientôt quitter son poste de coordination sur ce projet. Donc merci beaucoup pour les 2 années de travail passées sur ce projet avec beaucoup d'applications. Et puis elle passera donc le relais à Marion Hassenforder, qui est déjà en tuilage avec elle pour reprendre le manche du programme Fermadapt. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle. Votre prochaine correspondante sur le sujet à la Chambre sera Marion Hassenforder. Voilà, merci aussi à tous les partenaires du projet, qu'ils soient partenaires techniques ou financiers. Et puis, merci surtout aux agriculteurs qui se sont engagés aussi dans ce projet. Il faut avouer qu'ils explorent avec nous. Ça fait pas 50 ans qu'on fait du conseil sur l'adaptation au changement climatique, ni les uns ni les autres. Donc, on est tous en mode, je dirais, créatif, le plus agile possible pour essayer de tirer les enseignements d'une année telle que celle qu'on a eue en 2022, par exemple, et de trouver des solutions d'adaptation. Donc, c'est un sujet très particulier et ils sont très en attente de réponses, mais en même temps, on les crée avec eux, ces réponses. Et c'est pas toujours très confortable pour tout le monde, il faut le dire, mais c'est passionnant en tout cas. Ce programme, en fait, nous donne pas mal de perspectives. Pour le temps qui nous reste, on aimerait répondre aux besoins d'éclairer un peu le futur de chacune des filières qui se situent dans l'ouest de la France et en Bretagne, en leur fournissant des bons indicateurs, des bonnes analyses de risque. Donc ça, on avance dans ce sens-là. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de se projeter dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment vont évoluer les productions qui sont en place, quels sont les risques pour ce qui est en place, mais par contre, par rapport à des nouvelles opportunités, à ce qui va arriver demain, qu'on pourra faire dans notre région, ou qu'on ne pourra plus faire, ou qu'on va remplacer dans notre région, c'est plus difficile de se projeter, mais il y a aussi une partie du programme qui étudie ça. Voilà, notre programme, il a aussi l'avantage de donner un petit peu, dans le bon timing, je dirais, des outils
qui vont être utiles, puisqu'on voit bien qu'au niveau national, maintenant, les plans sur l'adaptation au changement climatique pour l'agriculture sont en train de se déployer. Et voilà, on est content, nous, dans l'Ouest, en Bretagne, d'avoir commencé il y a quelques années et d'avoir déjà quelques outils. Voilà, ce qui restera à faire, Chloé disait au début qu'elle espérait que ces programmes auraient des suites. Et ben oui, on espère aussi parce qu'on est en mode recherche appliquée, en mode exploratoire ici, mais la phase de massification, eh bien, il faudra qu'on y arrive dans un deuxième temps, c'est-à-dire que toutes les connaissances acquises dans ce programme-là, il faudra réussir à les faire passer à un maximum d'agriculteurs et d'aller beaucoup plus loin que juste 8 groupes d'agriculteurs impliqués pour l'instant, puisque je pense que c'est un sujet dont personne ne pourra faire l'économie. On n'aura pas le choix, il faudra de toute façon s'adapter pour continuer à produire. Donc l'enjeu, c'est la sécurité alimentaire, bien sûr, même si l'ouest de la France est privilégié. Un autre sujet sur lequel on pourrait continuer à travailler au-delà du programme, c'est aussi sur les impacts de ce qui se passe dans les autres régions du monde sur notre propre agriculture, que ce soit en amont avec les zones où on se fournit, mais aussi en aval avec les zones que l'on fournit. Le climat change partout avec des impacts plus ou moins forts selon les régions qui peuvent retentir aussi dans notre région. Donc ça, ce serait des choses qu'il faudrait approfondir. Et puis, voilà, c'est une question de durabilité de nos exploitations. C'est une question d'évolution du niveau de risque. Et pour que les agriculteurs de demain aient envie d'être agriculteurs, on pense au renouvellement des générations, ou aient envie de rester agriculteurs pour ceux qui y sont déjà, il va falloir accompagner cette prise de risque le plus judicieusement possible. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis au prochain rendez-vous, il n'est pas fixé, mais il y en aura d'autres. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à tout le monde et puis à très bientôt autour de Fermadapt en été. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.